Bonjour Ariel. Bonjour Ayouba. Merci. On est là à Montargis, à l'hôtel de France, pour justement vous parler avec les candidats de la 4e circonscription aujourd'hui. Ariel, je dis bienvenue. Merci et Ayouba. que j'aimerais bien que tu te présentes aux Montargois pour qu'ils puissent savoir qui est Ariel Lévy. Alors j'habite Saint-Maurice-sur-Fessard. En juin dernier, j'ai été élu conseiller départemental et vice-président du département. Depuis, je vais tous les jours à la rencontre des maires, des acteurs locaux, et j'arpente notre territoire pour défendre mon canton de Montargis, et notre département en tant que vice-président. Ce territoire, qui m'a adopté, le Gâtinais, a de formidables atouts, mais doit faire face à des menaces sérieuses. L'aspiration de la métropole d'Orléans, la désertification médicale, mais surtout le recul des services publics. C'est pour répondre à ces besoins que j'ai accepté l'honneur que m'a fait Jean-Pierre Door de me proposer d'être candidat à sa succession. Il m'a choisi, il me fait confiance pour poursuivre le combat qu'il a mené pendant 20 ans pour défendre notre territoire, ici comme à Paris. Voilà l'esprit de ma candidature et de la campagne que je mène, avec la volonté d'être le député utile. D'accord. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Bien sûr. Concernant Monsieur Jean-Pierre Door, que vraiment vous voulez succéder. Parce que Jean-Pierre Door était quand même proche de sa population, c'est-à-dire de la population montargoise. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à être comme lui, ou même aller au-delà de ce que Monsieur Jean-Pierre Door a fait pour le Gâtinais? Bien sûr, c'est ma façon de faire de la politique. Tu sais, je suis élu au département, conseiller départemental, et tous les jours je suis là, au contact des habitants, au contact des élus, au contact des chefs d'entreprise, des acteurs associatifs. Parce que la politique, c'est un sujet de proximité. On a besoin d'être présent, on a besoin de connaître les gens, on a besoin de les écouter, de construire avec eux des projets, et après de les mettre en œuvre. Donc oui, si Jean-Pierre Door me fait confiance, si je suis élu en juin prochain, je serai comme Jean-Pierre, un député de proximité, au contact des habitants de la 4e circonscription du Loiret, pour être toujours à leur service. Très bien, vous l'avez bien entendu. Donc, Ariel Lévy sera à votre disposition une fois qu'il est élu. En plus, tu as mon numéro de portable personnel, tu pourras m'appeler s'il y a besoin. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci. Et aujourd'hui, j'ai vu que tout à l'heure aussi, tu as abordé le sujet de la santé. On sait vraiment que c'est un problème, malgré tous les efforts que M. Jean-Pierre Door a déjà fait, apporter, toujours se battre. On l'a vu à l'Assemblée, qui n'arrêtait jamais de parler de la santé. Donc, vous serais-tu dans quelle commission à l'Assemblée nationale si vous êtes élu? La santé est un vrai problème dans notre circonscription. Manque de médecins traitants, ou on parle de désert médical, l'hôpital de Montargis. Manque de soignants, d'infirmières et médecins. Quel sera votre plan d'action pour résoudre ce problème? Alors d'abord, quand on parle de désert médical, il faut bien comprendre que c'est pas un concept, c'est une réalité. J'étais avec une commerçante de la rue Dorée il y a 10 jours et on échangeait de cette problématique. Et elle m'expliquait que ça faisait 15 ans qu'elle n'avait pas de médecin traitant. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de faire de la communication, l'enjeu c'est d'agir. Comme Jean-Pierre Door a agi depuis 20 ans, se battant pour l'accès aux soins dans notre territoire. Aujourd'hui, on manque principalement de médecins de ville et de campagne, c'est-à-dire des médecins généralistes qu'on peut aller voir quand on n'a pas besoin d'aller aux urgences. On a un problème national, dans beaucoup de territoires, comme le nôtre, des territoires ruraux, on manque de médecins, notamment parce qu'on n'en forme pas assez. C'est ce fameux numerus clausus, qui est aujourd'hui à 12 000 médecins formés par an maximum, et qu'il faut monter à 20 000. Mais en attendant la formation de ces médecins, parce que ces médecins-là seront formés dans 10 ans, 12 ans, et donc on ne va pas attendre 12 ans pour avoir accès à des soins. Il faut gérer l'urgence. Et l'urgence, elle peut être traitée sur notre territoire par 2 moyens. D'abord, la télémédecine. Je suis, comme Jean-Pierre Door l'a été pendant les 20 dernières années, pour la télémédecine humaine. Je suis contre la télémédecine photomaton. Vous savez, ces cabines qui font qu'on doit être
tout seul dans une cabine pour utiliser les instruments médicaux. La télémédecine humaine, c'est au contact d'un professionnel de santé, une infirmière ou un infirmier, qui, elle, est en contact visuel avec un médecin et donc peut procéder au diagnostic sur place avec les équipements et le médecin qui fait son rapport. Aujourd'hui, Jean-Pierre Door a installé la télémédecine dans 10 communes. Demain, si je suis élu, je poursuivrai ce développement pour que de nouvelles communes, on espère 15, 20 communes d'ici la fin du mandat, aient un cabinet d'infirmières qui accueille des patients pour de la télémédecine afin de désengorger les cabinets médicaux pour les consultations les moins urgentes, les moins graves, renouvellement d'ordonnances, petits mots, rhume, grippe ou éventuellement autres maladies, j'allais dire, classiques, pour pouvoir offrir un accès aux soins de proximité à tous nos habitants. Mais le deuxième enjeu, c'est de faire venir des médecins et d'imposer à des médecins de s'implanter ici. Alors, c'est très compliqué d'imposer sur du long terme aux médecins. Moi, ce que je propose, et c'est ce que je propose avec le groupe Les Républicains, c'est d'imposer aux médecins généralistes, lors de leur formation, une année supplémentaire pour qu'ils soient diplômés. Aujourd'hui, ils ont besoin de 3 ans pour devenir médecin généraliste, pour se spécialiser. Demain, ils auront une 4e année. Et pendant cette 4e année, ces jeunes médecins auront l'obligation de pratiquer pendant 1 an dans les territoires qui manquent de médecins, comme le nôtre. Ces médecins-là, pendant 1 an, seront présents, pratiqueront, donc on aura accès à des médecins. Et après, ce sera à nous, les élus locaux, les acteurs associatifs, de les convaincre de s'implanter et de rester chez nous. D'accord. Et maintenant, après la santé, tu l'as dit tout à l'heure par rapport aux commerçants. Aujourd'hui, le commerce à Montargis, on voit qu'effectivement, le commerce au centre-ville, ça ne bouge pas trop. Et quels sont les projets que vous avez pour le centre-ville et les commerçants? Les commerçants ont beaucoup souffert. La crise de la Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine, font que les habitants de notre territoire, d'abord ont dû rester chez eux pendant longtemps, les commerces ont dû être fermés, et ensuite ils ont peur de l'avenir, et c'est vrai qu'il faut être en capacité de les rassurer pour qu'ils aient de nouveau envie de sortir, d'aller et d'acheter dans nos commerces. Parce que les commerces de centre-bourg et de centre-ville, c'est essentiel, c'est ce qui fait la vitalité de notre territoire, c'est ce qui fait la vitalité de nos villes. Mais pour répondre à cette question, je pense qu'on ne peut pas ne pas aborder le développement économique. Tu sais, moi mon métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement. J'ai une formation d'ingénieur. Et mon mandat, en tant que vice-président du département, c'est de m'occuper de l'emploi et du réseau d'entreprises. Bref, le développement économique de notre département. Jean-Pierre Door s'est battu pour faire venir des entreprises dans notre territoire. On peut citer ICT, qui à Panne, la grande usine verte, ou le développement, par exemple, de CGDIM à Amy. C'est en faisant venir des entreprises de Paris, en se battant, en allant les chercher avec les dents, que nous pourrons créer de l'emploi sur notre territoire. Mais créer de l'emploi, ça veut dire aussi augmenter le pouvoir d'achat. Et quand on augmente le pouvoir d'achat, on donne plus d'activité à nos commerçants, mais aussi à nos artisans qu'il ne faut pas oublier. Bref, ça fait que notre territoire sera plus dynamique, des services publics qui restent, parce qu'on aura un territoire dynamique, et évidemment des collectivités territoriales qui ont plus de moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas juste le commerce. C'est un enjeu global pour redonner du souffle économique à notre territoire et à notre 4e circonscription du Loiret. Très bien. Et maintenant, pour les quartiers prioritaires dans l'agglomération. Connais-tu déjà les quartiers prioritaires à Montargis et son agglomération? C'est une question piège, c'est ça? Oui. Non, parce que j'entends toujours dire les parachutés, Maintenant, tu sais, je suis élu depuis 1 an. Quand on est élu local, on ne peut pas parachuter. C'est parce que les gens ont malheureusement pas tellement d'autres arguments. Évidemment, je les connais, les quartiers. Alors, je connais les quartiers de mon canton, j'allais dire Kennedy à Montargis, alors aussi à Chalette d'ailleurs, Chautan, la Chaussée. Et à Chalette, alors, c'est pas là où je suis élu, mais que je connais parce que je suis candidat sur la 4e circonscription du Loiret et que Chalette est inclus. On peut citer Le Bourg, Vésines, Lancy. T'as pris bien les quartiers. Mais on les connaît. Mais parce qu'on arpente le territoire tous les jours. Tu sais, j'étais la fois avec le maire de Chalette, on parlait de l'école d'infirmière, l'IFSI. Je crois que la formation est un enjeu très important pour nos jeunes. D'abord, il faut leur redonner
le goût d'un métier qui leur plaît. Je pense qu'on a fait une grande erreur il y a 30, 40 ans, c'était en partie la gauche, d'encourager tous les jeunes à aller dans des filières générales et de dévaloriser, voire de mépriser, les formations techniques et les formations professionnelles. Tu sais, quand on est jeune, on est tous les deux jeunes, et qu'on démarre une activité professionnelle, on en a pour 30, 40 ans. Et donc, il faut avoir des métiers ou une activité qui nous plaît le matin, quand on se lève. Parce que sinon, c'est très dur. Alors, moi, je suis pour que tous ces jeunes-là, on leur redonne le goût d'un métier. Ça peut être un métier technique, ça peut être boucher, ça peut être boulanger, ça peut être coiffeur, ça peut être tourneur, fraiseur, ça peut être artisan. C'est des métiers dont on a besoin. On a besoin pour recréer de la richesse en France, pour produire en France. Et c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables. Mais surtout, il faut que ces jeunes-là, ils aient envie de rester chez nous. Et donc, quand on a des centres de formation, comme le CFA, Est-Loiret, quand on a l'école d'infirmière, la MFR à Sainte-Geneviève-des-Bois, ou d'autres lieux où on peut former nos jeunes, il faut leur offrir la possibilité de se loger. Tout à fait. Et donc, moi, je suis pour créer, construire des logements étudiants, notamment dans l'agglomération, pour permettre à nos jeunes de s'offrir un logement décent, tout en étudiant et en se formant pour l'avenir. Très bien. Ben, on parle justement des formations, on parle aussi des jeunes. Pour les formations, les jeunes et les adultes en reconversion sont obligés d'aller à Paris ou Orléans. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce qui pose des problèmes de mobilité et garde d'enfants. Donc, cela rend impossible de se former pour la plupart. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Alors, c'est amusant parce que, en tant que vice-président, moi, je m'occupe de l'emploi et de l'insertion par l'emploi. Et donc, tous les jours, je suis en contact avec les équipes ou avec des bénéficiaires du RSA qui ont envie de travailler, qui ont envie de retrouver un emploi. Parce que ce sont des gens qui, malheureusement, par les aléas de la vie, un accident de parcours, se sont retrouvés au RSA, mais eux, ils ont envie de travailler, de garder ce lien social, d'avoir cette dignité du travail et du revenu mérité par le travail. Et ces gens-là, la première chose qu'ils me disent, c'est mais on a un problème de mobilité. Et le problème de mobilité, il n'est pas tant dans l'agglomération, il est surtout dans nos communes rurales. J'étais hier à Sainte-Geneviève-des-Bois avec les élus, et on parlait de ce problème-là. La mobilité est un enjeu majeur. Alors bien sûr, c'est pas la compétence du député, mais moi, en tant que candidat, je m'engage, si je suis élu, à me battre pour que tout euro investi dans la politique de la ville soit également investi dans la ruralité. Et avec cet argent-là, il faut recréer des moyens de mobilité pour que, entre les communes rurales, qui sont souvent éloignées les unes des autres, et pour lesquelles les jeunes ont du mal, soit à aller et venir pour étudier, soit à rencontrer leurs amis et créer du lien social, il faut trouver des solutions de mobilité. Ce financement public supplémentaire permettra en partie de répondre à ce besoin. D'accord. Mais tu t'engages là, tu as dit, je m'engage. Je m'engage à me battre. Tu sais, beaucoup de politiques font des promesses sur les résultats. Très bien, c'est pour ça. Non, je m'engage à me battre. Quand on vous fait une promesse sur des résultats, c'est souvent qu'on vous ment. Parce que les résultats ne dépendent pas que de vous. En revanche, ce qu'il faut, c'est un politique qui se batte jusqu'au bout, qui se batte inlassablement pour les sujets qui nous concernent. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je me battrai jusqu'au bout. Je donnerai toutes mes forces pour qu'on puisse avoir 1 euro dans le monde rural à chaque fois qu'on dépense 1 euro dans la politique de la ville. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous, en tant que politique, voyez qu'aujourd'hui, les citoyens, ils croient plus aux politiques. Franchement, c'est une réalité. Je sais pas si on le voit avec les abstentions. C'est une grande inquiétude que j'ai. Et franchement, quels sont les outils que vous comptez mettre en place pour que la population puisse encore faire confiance aux politiques et les personnes qui les représentent? Surtout à l'Assemblée, parce qu'à l'Assemblée, quand même, on dit que le député, il doit aller justement pour représenter le territoire, son peuple. Est-ce que vous avez vraiment une idée, un projet pour que les citoyens puissent avoir confiance aux politiques? Cette défiance dont tu parles, vis-à-vis des politiques, c'est une grande inquiétude que j'ai. Je crois que l'élection présidentielle, qui vient de s'écouler, l'a prouvé.
D'abord, l'abstention. Les gens ne sont pas intéressés par le débat politique qu'il n'y a malheureusement pas eu et les candidats qui étaient proposés, ou en tout cas le duel orchestré de deuxième tour. D'ailleurs, on l'a vu, c'était principalement des votes de rejet. Les uns voulaient plus de Emmanuel Macron, les autres voulaient éviter Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Et au fond, quand on regarde ce qui s'est passé le soir du deuxième tour, on n'a eu aucune scène de joie. Personne ne s'est réjoui du résultat. Et même les sondages ont montré que les Français étaient très déçus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un point de bascule de notre pays. Parce que la démocratie, c'est aussi le socle de notre société. Et les politiques, qui sont très souvent critiqués, incarnent aussi cette démocratie. Et donc on a besoin de se battre pour retrouver de la crédibilité. La crédibilité, tu me parlais tout à l'heure de promesses. Il faut bien avoir en tête que les politiques qui changent de position au gré du vent pour aller chercher un poste, un titre, cassent la crédibilité des politiques. Parce que quand on change de position au gré du vent, comment peut-on donner confiance quand on s'engage ou qu'on donne une promesse? On ne peut pas. Et donc la crédibilité en politique, c'est aussi la fidélité à ses valeurs et ses convictions. Et moi, je suis fidèle à mes valeurs de droite, à mes convictions. Et je suis fidèle à ma famille politique pour construire demain une droite de gouvernement qui est à la fois un contre-pouvoir et une alternative. Parce qu'on a besoin d'avoir des députés, un groupe de députés à l'Assemblée forts qui incarnent nos valeurs et nos convictions sans se laisser aller. Et donc aujourd'hui, on a besoin de cette fidélité pour permettre à nos politiques une certaine crédibilité. Très bien. Ariel vous promet d'être fidèle avec vous pour vous convaincre justement à voir la politique autrement. Maintenant, on va revenir parce que vous savez très bien, avec notre association, on œuvre beaucoup dans les quartiers. Et que pour nous, les quartiers, il y a un gros problème. Et c'est ce qui nous pousse à le dire tous les jours et essayer de faire de telle sorte pour sauver ces jeunes-là. Aujourd'hui, la réalité de nos quartiers prioritaires est catastrophique. Logement insalubre, taux de chômage très élevé, plus points supérieurs à la moyenne nationale, absente des services de l'État, etc. Comment améliorer la vie de ces gens-là? Pour vous, quelle est la priorité du futur député et quels seront les jours de permanence? Aurez-vous une secrétaire en permanence à Montargis? Alors, dans la vie, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui. C'est un dicton connu. Donc l'organisation de ma permanence et de ma secrétaire, comme tu me l'as demandé, on verra en temps en heure si demain je suis élu. A priori. Et comme je me suis engagé, je veux être un député de proximité. Et donc, j'essaierai au maximum d'avoir une permanence ouverte tous les jours, avec au moins une personne pour accueillir les problématiques, pour pouvoir prendre les messages et pouvoir organiser des rendez-vous, des rencontres avec moi. Mais tu sais, si je suis député, il y aura 3 jours par semaine où je devrais être à l'Assemblée nationale. Donc je ne pourrai pas être dans ma permanence tous les jours. Mais je serai toujours disponible, par téléphone, par email, pour les besoins des habitants de la 4e circonscription du Loiret. Alors tu posais une autre question, qui est la question des quartiers. J'ai parlé de la formation. J'ai parlé du logement étudiant. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire confiance à nos élus locaux. Je crois que la priorité, et je pense que c'est aussi essentiel par rapport à la question que tu posais sur la crédibilité des politiques. Un député, ça ne peut pas s'occuper de tout. Un député, ça donne les grandes lignes directrices. Un député, ça soutient les communes et les élus locaux dans leurs projets. Pour se battre à Paris, pour aller chercher des entreprises, pour se battre contre des ministres qui voudraient couper des services publics. Comme on a entendu, le tribunal judiciaire de Montargis qui devait partir à Orléans avec Mme Belloubet et qui de nouveau serait en question avec le nouveau gouvernement de M. Macron. Ces services publics, on doit se battre pour les garder. Parce que c'est notre cœur de vie. Il est hors de question que nous, dans notre circonscription, on doive se résigner à faire tout en numérique ou tout à distance avec Orléans. Ça, je me battrai contre.
Mais pour revenir aux quartiers prioritaires, on les a cités tout à l'heure. Oui. Et c'est vrai que c'est un enjeu important. Parce que nos jeunes, je disais tout à l'heure, on a besoin de leur redonner une activité qu'ils aiment et pour lesquelles ils ont envie de travailler. Mais moi, parce que je crois beaucoup aux élus locaux et je crois beaucoup aux maires, je fais confiance aux maires de chaque commune. On a parlé de Montargis, même de Chalette, avec qui j'espère travailler, même si on n'a pas la même tendance politique. Je serais très heureux de travailler avec le maire de Chalette pour promouvoir ces projets-là, pour les étudiants et pour les jeunes. Et donc, faisons confiance à nos maires, M-A-I-R-E-S, hein, pas à nos mères, nos mamans. et bien sûr, il faut s'occuper des jeunes, notamment dans les quartiers qu'on a cités tout à l'heure. D'accord. Et pour, je vais dire maintenant pour le maire de Nogent, que vous connaissez, M. Moreau, êtes-vous d'une même famille politique? La gauche a réuni une union historique. Comment vous expliquez votre division au sein de la famille politique, en plus de député sortant, M. Jean-Pierre Door, comme je l'ai dit, et de votre famille? C'est l'intérêt individuel qui prime ou pas? Vous savez, c'est une question amusante. Parce que vous faites comme si j'étais responsable de ça. Moi, j'ai été choisi par Jean-Pierre Door. Jean-Pierre m'a fait confiance. Il a voulu que je sois candidat à sa succession. Tout le monde connaît Jean-Pierre, tout le monde respecte son choix et tout le monde respecte surtout la crédibilité qu'il a dans ce choix. Tout à fait. J'ai été investi. Je suis le seul candidat de la droite et du centre investi par nos familles politiques. Les Républicains, l'UDI, les centristes. Alors, le choix personnel de certains, par ego, je pense que c'est irresponsable, mais je leur laisse. Et de toute façon, vous savez, tu sais, moi je trace ma route. Et le 12 juin, je veux me qualifier pour le deuxième tour. Très bien. Gagner en 19 juin prochain. Très bien. En tout cas, merci. Merci vraiment, Ariel, d'avoir accepté notre invitation. Et toujours sur TMVL, Télé Montargis Val-de-Loire. Donc, on vous mettra justement, vous allez vivre en direct les élections législatives avec notre chaîne Web TV TMVL. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Youba de ton invitation. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à bientôt sur le terrain. Merci et bonne chance à toi. Merci à Youba. Merci. Au revoir.